valeur qui se trouve dans une variable qualitative. D'accord? Donc, je me répète pour que vous compreniez, hein, ne faites pas d'efforts, ce n'est pas grave, vous allez comprendre. Alors, ici, la valeur, c'est que je vais lui dire, quand c'est 0, je vais mettre bon payeur. Parce que moi, je connais les données. Je sais que dans les données, les 0 correspondent au bon payeur. Et je vais lui dire, les others values, vous les mettez dans l'autre base de données, mauvaise paire. Ben, je sais pertinemment que dans la base, il n'y a que 0 et 1, il n'y a pas de valeur manquante. Attention, s'il y avait une valeur manquante, il va aussi, vous allez perdre des données. C'est pourquoi vous pouvez ajouter aussi add values, vous mettez un mauvaise valeur, les autres, vous les mettez quelque part. Mais bon, moi, je sais pertinemment qu'il n'y a pas les autres, il n'y a que 0 et 1. Donc, du coup, quand c'est bon, n'oubliez pas les input-output, ça va permettre de voir les données de sortie que vous avez créées. D'accord? Là, c'est les données d'entrée que vous avez ici. La partie sitting est là et là, j'exécute. Vous pouvez faire en même temps que moi. Hein. Ne vous inquiétez pas. Les autres sessions, vous allez travailler en même temps que moi parce que c'est ça l'objectif. Alors, on exécute. Qu'est-ce qu'on attend sur les données de sortie? Vous pouvez toujours en voir. Il vous indique que c'est bon. Quand c'est pas bon, ne vous inquiétez pas. Il va vous donner ici un tableau rouge par lequel il va vous indiquer la ligne par laquelle il y a une erreur si c'est un code Python. Si c'est pas un code Python, il va vous dire attention, Fallou, mais il y a une erreur quelque part que vous avez fait. D'accord? Il attend à quelque chose que vous n'avez pas amené. Donc, du coup, c'est ça. Il essaie de parler avec vous et c'est à vous de comprendre ce qu'il veut dire. Ben, je suis ici au niveau de cette partie, je me mets dans la partie flow. OK? Donc, du coup, quand c'est vert plein, ça veut dire la plupart du temps que c'est bon. Donc, il a toujours dit c'est bon. Donc, quand j'ouvre ici les bailleurs, ce n'est pas la peine d'ouvrir. Donc, ici, je sais pertinemment que dans cette target, il n'y a que des 0. D'accord? Ici, je sais pertinemment que dans cette target, il n'y a que des 1. D'accord? Ça veut dire que essayons d'ouvrir ici les mauvais payeurs. Ça, c'est la base de données que possède la banque. Donc, c'est 2100. Il y a 2180 personnes, presque 22% des personnes qui ont fait des prêts bancaires au niveau de cette banque-là et qui n'ont pas payé. Ça, c'est beaucoup. Hein. Attention, hein. Dans une banque, on ne peut pas tolérer ces chiffres. Donc, du coup, ça va faire qu'une banque, la commission n'est pas aussi ouf que ça. On perd, on perd presque 2100 personnes. Donc, du coup, ça peut coûter hyper cher pour la banque, 22%. Imaginez que ces personnes ont des prêts bancaires hyper lourds. La banque n'a pas maîtrisé une information dessus quand il faisait l'après. Donc, du coup, ils ont loupé ces personnes-là. Donc, ils vont aller au niveau de la partie contentieuse. Une fois dans la partie contentieuse, ça peut poser souci. Parce que la banque va aussi payer de l'argent au niveau des agents de contentieux, peut-être aller en justice, etc. Et tout ça, ça peut coûter hyper cher. Et imaginez que ces personnes, ils ont fait des prêts qui ne sont pas intéressants. Donc, du coup, la banque aussi, il va faire des contentieux ou bien des cursus de justice qui vont coûter plus cher que les prêts. Bah, de toute façon, la banque va perdre. Donc, c'est ça. C'est pourquoi l'utilité de faire du machine learning, de choper les gens avant, de les prêter, de comprendre le comportement de ces personnes. C'est ça l'utilité de la formation, ce qui se fait dans les banques, ce qui se fait un peu partout dans les fraudes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, j'ai fait un supplétant, je n'ai rien fait. Donc, du coup, je pouvais même faire ça, faire une analyse et regarder ce qui se passe ici. Ben, il me dit, il y a une seule valeur, unique dans cette base, dans cette variable. C'est bien fait, hein, on est content, hein, c'est ce qu'on voulait. D'accord? C'est les personnes qui n'ont pas payé, on sait très bien. Donc, du coup, l'idée, c'est de voir exactement qui sont ces personnes, mais pourquoi ils ne payent pas? Est-ce que vraiment les ressources ne sont pas beaucoup? Ou bien, regardez, est-ce qu'ils ont peut-être des prêts avant qui sont beaucoup? Est-ce qu'ils ont rencontré des non-payés, etc. Donc, toutes ces informations sont hyper intéressantes. Le taux d'endettement, etc. Ça permet de comprendre, de maîtriser ces personnes-là pour que la banque, demain, si vous venez, il va dire, attention, nous, on ne peut pas vous prêter parce que vous êtes à risque. Mais il faut toujours savoir que la banque va vous dire à risque parce que simplement derrière, il y a ce qu'on appelle une notion de probabilité. On va revenir sur ça, la notion de probabilité. Pourquoi la banque vous prête de l'argent et bien pourquoi il ne vous prête pas? Il se base sur quoi? Donc, tout modèle accompagne ce qu'on appelle une probabilité. Une probabilité, c'est ce qu'on appelle une sorte de taux d'erreur. Ça peut être un taux d'erreur, hein, ça peut être aussi une probabilité positive. Donc, imaginez un modèle est précis à 80%, à 90%. Donc, il y a ce qu'on appelle des outils de décision, ces indicateurs, et on va revenir sur ces parties-là. Quand est-ce qu'on peut vous prêter, quand est-ce qu'on ne peut pas vous prêter. Donc, ça peut se varier selon le niveau de risque que peut prendre certaines banques. D'accord? Donc, tout ça, on va revenir sur ces parties-là. On va revenir au niveau de notre flow. Et donc, du coup, ça, on en a un pipeline. On comprend maintenant. Donc, du coup, on va revenir ici. On comprend maintenant c'est quoi une pipeline, feature engineering, ce que ça sert. Le temps qu'on va passer dessus au niveau du prochaine séance. Et donc, du coup, l'enrichissement des données. Donc, du coup, l'encodage, etc. Tout ça, ça peut être intéressant. On a aussi beaucoup de choses à faire sur la partie feature engineering. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous passez plus de temps sur la partie feature engineering que vous allez un mauvais modèle.
C'est pas ça. Il y a une linéarité, hein, il y a une logique dessus, c'est vrai. Mais du coup, il faut utiliser les bonnes pratiques, hein, qui sont adaptées au niveau du jeu de données par lesquelles vous utilisez. Donc ça, c'est hyper intéressant, hein. Donc du coup, il ne faut pas dire que la personne qui passe plus de temps sur cette partie aura de meilleurs modèles. C'est pas ça, hein. Une autre personne peut passer peu de temps et faire les choses mieux, adapter, simple et trouver de meilleurs résultats. Donc, ça dépend des données, hein, que vous utilisez, le contexte des données et ce que les données demandent. La plupart du temps, dans les entreprises, ça, c'est une anecdote, hein, ils utilisent beaucoup des modèles qui sont très complexes, comme des XGBoost, des deep learning ou bien des modèles qui sont très complexes, hein, qui sont ce qu'on appelle des boîtes noires. La plupart du temps, ces modèles-là, ils sont en compétition avec de la régression logistique. La régression logistique, c'est assez simple, hein, donc du coup, on l'utilise un peu partout. La plupart du temps, ces modèles-là, ils font mieux que des modèles qui sont très complexes. Tout dépend de la data, hein, tout dépend du jeu de données par lequel vous avez. Il y a des jeux de données qui sont liés d'une certaine manière qu'une régression logistique ferait mieux qu'une XGBoost ou bien un random forest. Donc, du coup, tout dépend de ce que vous faites, ce que vous voulez, le contexte, l'étudier. Faites ce qu'on appelle pré-processing, maîtrisez vos données avant, faites de la visualisation, comprendre, et comme ça, vous allez opter sur votre démarche, sur lequel type de modèle est plus adapté au niveau de vos jeux de données pour avoir un meilleur résultat. Du coup, je me répète, hein, ce n'est pas un cours par lequel nous, on est en train de vous expliquer c'est quoi une machine learning. Donc, l'idée, c'est que vous comprenez le AIQ avec les outils de ML. Alors, c'est là où les choses deviennent intéressantes, hein, sur la partie évaluation modèle. Donc, du coup, cette partie évaluation modèle, vous savez, hein, donc, du coup, quand vous faites votre modèle machine learning, et tout est OK, vous êtes content. Et ce modèle-là, il est mesuré par ce qu'on appelle des indicateurs de performance. Les indicateurs de performance vont vous permettre d'évaluer votre modèle. Et l'évaluation de votre modèle va permettre aux décideurs de dire, voilà, donc, du coup, Fallou, on est content au niveau de votre projet que vous avez mis en place. Et donc, du coup, ce projet-là, on va accepter, on valide le projet. Et une fois que comment il va valider le projet, donc qu'est-ce qui fait parler le projet? C'est les indicateurs de performance. Et ces indicateurs, ils vont permettre d'évaluer le modèle. On ne va pas rentrer sur les modèles, hein. Donc il y a ce qu'on appelle le courbe de Rock. On va venir ici, ce que ça sert et ce que ça. Et donc, du coup, comment on peut traduire ces indicateurs techniques en un indicateur qui est très facile pour que le métier puisse comprendre? Alors, je m'excuse, il faut que j'accepte encore. Je vais accepter cette personne, comme ça, je m'excuse, tac, tac. OK, c'est ici. Bon, la prochaine fois, il faut que nous tous on vienne à l'heure, sinon c'est chaud, hein, parce qu'on ne peut pas accepter tout le monde comme ça. OK, alors, on va continuer, hein, sur la matrice de confusion. Vous allez comprendre ce qui est intéressant au niveau de la formation, c'est qu'au-delà, vous allez comprendre aussi Data IQ, vous allez comprendre aussi un peu des notions de machine learning et les bonnes pratiques que vous allez utiliser. Donc, du coup, c'est vraiment un atout hyper intéressant, hein, il faut le dire. Donc, alors, la matrice de confusion, c'est quoi? Une matrice de confusion, c'est vraiment c'est une sorte de matrice par laquelle il y a ce qu'on appelle des indicateurs. Les indicateurs, il y a les sensibilités, les spécificités, les taux de vrai positif, vrai négatif, etc. Et ça, c'est des informations qui sont très importantes. C'est ce qu'on appelle indicateur local. C'est des indicateurs qui permettent de mesurer votre modèle ou bien de permettre de mesurer la précision ou la performance de votre modèle de manière locale. C'est-à-dire, dans la matrice de confusion, vous pouvez savoir la performance du modèle à prédire les mauvais payeurs et la performance du modèle à prédire les bons payeurs. Et ça, c'est intéressant, hein, pour le métier. Le métier, il a envie de connaître, mais votre modèle est performant, merci, on sait. Mais comment vous pouvez mesurer le taux de performance de votre modèle pour ces personnes-là qui ne payent pas? Ça peut intéresser le métier, hein. Ça peut intéresser le métier aussi de savoir, donc, comment vous pouvez mesurer le taux de performance de votre modèle pour des personnes qui payent. Donc, du coup, qui sont des bons payeurs. Ils ont envie de savoir ça, hein, et ça, c'est la matrice de confusion qui va vous donner ça. L'utilité aussi, ça peut être autre chose, hein, si vous avez des données qui sont dites déséquilibrées. Vous pouvez aussi avoir des données qui sont déséquilibrées, mais attention, ces données déséquilibrées, là, ça sera en fait des informations hyper importantes.